2023 marquera le centième anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopel, décédé en 2002, et le 75e anniversaire du refus global. Pour l'occasion, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire organise plusieurs événements, dont une petite exposition consacrée aux peintres à partir du 8 octobre 2022. Vous y retrouverez certains documents et une quinzaine d'œuvres, je vous dirais principalement des lithographies, gravures à l'eau forte et quelques sculptures, principalement des années 60 et 70. Puis à l'été suivant, du 24 juin à la fin septembre 2023, l'institution organisera une nouvelle exposition portant sur les automatistes. Et tout au long de ces expositions commémoratives, je vous présenterai des capsules vidéo présentant les différents artistes mis en lumière. Comprenant donc une mini-série sur Riopel, dont les épisodes seront diffusés périodiquement au cours de la prochaine année. Cette première capsule, aujourd'hui, donc, aborde les débuts de cet artiste polyvalent qui a connu une évolution remarquable au cours de sa carrière, qui s'échelonne quand même sur 50 ans. Donc, des premières œuvres figuratives des années 40 jusqu'à l'ambitieux hommage à Rosa Luxembourg de 1992, nous verrons comment Riopel a su tracer sa voie en se frottant au passage à trois moments forts particuliers de l'histoire de l'art international, soit l'automatisme québécois, l'abstraction lyrique française et l'expressionnisme abstrait américain. C'est donc un parcours foisonnant, hein, à découvrir sur l'un des plus grands artistes de chez nous. Jean-Paul Riopel est né le 7 octobre 1923 à Montréal. Son père Léopold est charpentier de formation et s'est enrichi dans l'immobilier et la construction. Il a épousé sa cousine Anna, issue d'une famille relativement aisée. Très tôt, le jeune Jean-Paul développe un goût grandissant pour l'art qui encourageront ses parents en l'inscrivant dès 1929 au cours d'Henri Bisson, un sculpteur, artiste académique qui l'initie au dessin d'observation et à celui d'après modèle vivant, donc un art dans la plus pure tradition réaliste. Riopel acquiert donc déjà, vers l'âge de 6-7 ans, et ceci pour une bonne dizaine d'années à venir, une base artistique classique dont témoignent ses œuvres jusqu'au début des années 40. Ces natures mortes, allégoriques, entre autres, comme Nature morte au violon de 1941 ou Nature bien morte de 1942, relèvent encore, alors qu'il est dans la jeune vingtaine, son respect des conventions et l'influence de Bisson. Après un passage de 2 ans à l'École polytechnique de Montréal, il s'inscrit en 1942 à l'École des beaux-arts de Montréal, à laquelle l'enseignement de Buisson l'a bien préparé, avec son langage et son accent sur les lignes, les contours et la technique réaliste. Puis, bifurcation, le peintre décide d'aller terminer ses études au programme d'art de l'École du meuble de Montréal en 1943 sur la rue Berry, milieu beaucoup moins académique qui, au final, correspond mieux à ses aspirations. Il y rencontrera le peintre et professeur Paul-Émile Bordua, qui y enseigne depuis 1937 et expose à ses jeunes étudiants de nouvelles théories explorant l'inconscient et la créativité en les soumettant à des exercices d'écriture et de peinture automatique fondés sur les techniques surréalistes, encourageant à délaisser les idées préconçues et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives en favorisant la libre pensée et l'imagination subconsciente. Parmi ces jeunes que Riopel côtoie dans les cours de Bordua, on retrouve Marcel Barbeau et le photographe Maurice Perron que Riopel connaît depuis l'enfance. Riopel a un peu de mal, hein. Au début, ses dessins réalistes ne sont pas toujours très bien jugés, mais toutefois, bientôt, il embrasse la manière de son professeur. Bordua, retourné à ce moment vivre dans son terreau natal à Saint-Hilaire en 44, accueille régulièrement chez lui des jeunes étudiants et une faune artistique, disons, désireuse d'approfondir ses techniques nouvelles. Sa maison, fréquentée par Riopel, devient un refuge d'une gestation artistique. Les idées de nos jeunes se définissent autant sur l'art que la politique. Entre 1945 et 1946, Riopel, Barbeau et Mousseau louent ensemble un atelier, un hangar, hein, donnant sur la ruelle entre les rues Saint-Hubert et Rester à Montréal. Et là, sur les conseils de leur maître, ils s'adonnent avec ferveur à l'automatisme, laissant libre cours à l'imagination instinctive, à l'impulsion créatrice, peignant de façon vraiment spontanée à la peinture émail ou à l'aquarelle, peu dispendieuse, en fait sur tout ce qui leur tombe sous la main, sans idée préconçue.
À un rythme effréné, Riopelle effectue un travail qu'il qualifiera de déconstruction, se départissant ainsi peu à peu de ses acquis figuratifs, ne portant plus aucune attention au contenu de ses œuvres durant l'exécution, une forme en appelant simplement une autre, jusqu'au sentiment d'unité et d'équilibre. À cette époque, nombre de ses œuvres se caractérisent par des touches colorées, comme on le voit, réparties sur toute la surface, qui se trouvent sillonnées parfois de traces et de coulures, ce qui suggère la rapidité de l'exécution et l'absence de contrôle rationnel. Selon les principes que leur a enseignés Bordua, Riopelle et les disciples de l'automatisme n'ont le désir de comprendre le contenu de leur œuvre seulement une fois celle-ci terminée. Au travers ses créations très spontanées, c'est le geste biographique, c'est la trace de l'inconscient de l'artiste qui se relève et qui donne accès à un contenu psychologique profond qui, postérieurement, par la suite, va inspirer un titre à l'œuvre. Ses parents n'aiment pas beaucoup ces nouvelles abstractions qu'ils qualifient même de peinture du diable. Mais la liberté plastique qu'acquiert à ce moment-là Riopelle va définir l'essentiel de sa peinture. En avril 1946, Riopelle participe avec Bordua, Barbeau, Roger Fauteux, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc et Jean-Paul Mousseau à une première exposition automatiste intitulée simplement Exposition de peinture au 1257 rue Amherst à Montréal. Puis s'en suivront des voyages en France, entre autres avec son amie puis épouse, Françoise L'Espérance. Et ces voyages lui feront tisser des liens avec les surréalistes parisiens, dont l'écrivain français André Breton, père du mouvement surréaliste, qui l'invite même, Riopelle, à participer à la grande exposition surréaliste de juin 1947, à laquelle Riopelle sera le seul Canadien à participer, en présentant deux aquarelles, dont Homère de 1947, fidèle à l'esthétique automatiste avec ses touches denses et rapides, sans considération pour l'espace pictural traditionnel. En 1947, il est de retour au Canada et lui et Françoise accueilleront bientôt leur fille Iseult en 48, puis Sylvie en 49. Il expose alors un peu ses œuvres et discute avec ses copains et Bordua, de l'idée de mettre par écrit leurs réflexions communes face à la société québécoise traditionnaliste, ultra-conservatrice de Maurice Duplessis, excusez-moi, à la tête de la province québécoise depuis plusieurs mandats consécutifs. Ce qui poussera Bordua en 1948 à l'écriture de ce qui allait devenir l'essai principal du refus global, qui s'avérera un manifeste anticlérical, contestataire et anarchiste dénonçant l'obscurantisme donc du Québec de l'époque. Ce manifeste, complété par deux autres textes de Bordua et d'autres écrits, dont ceux du poète Claude Gauvreau, de l'artiste multidisciplinaire Françoise Sullivan, du psychiatre Bruno Cormier et du peintre Fernand Leduc, illustré, comme on le voit, en couverture par une aquarelle de l'époque de Riopelle et des photos d'œuvres des membres prises par le photographe Maurice Perron. Le manifeste à tirage numéroté à 400 exemplaires compte 16 signataires. Donc, en plus des collaborateurs précédemment mentionnés, ajoutons la designer Madeleine Arbour, les peintres Marcel Barbeau, Pierre Gauvreau, Jean-Paul Mousseau, Marcel Ferron, puis l'actrice Muriel Guilbeault, l'éclairagiste Louise Renaud, la poétesse Thérèse Renaud-Leduc et l'épouse de Riopelle, la chorégraphe Françoise L'Espérance Riopelle. Très virulent, ce manifeste met l'espoir et la foi en l'homme et en ses capacités immenses des styles, même quand elles ne sont pas réprimées. Ce manifeste secoue également le triple conservatisme religieux, politique et esthétique et cause un tollé qui coûtera entre autres son emploi d'enseignant à Bordua. Les temps sont durs pour les automatistes suite à la publication de cet écrit. Riopelle, lui, s'en tire un peu mieux. Ses contacts à l'international vont lui être bénéfiques. Il est à Paris en mars-avril 1949 et il y aura une première exposition solo là-bas en galerie, qu'on a appelée Riopelle à la Dragonne, où il expose ses encres, aquarelles et peintures à l'huile, comme Cité sans parole, La Ruche du Bois, une œuvre de 48, caractérisée par la fluidité de l'aquarelle qui lui permet l'application de plages de couleurs librement définies, conjuguées avec l'utilisation de l'encre qui lui sert à superposer là-dessus un réseau de traits nerveux, dissociant aussi de manière habile la forme et la ligne.
C'est à cette occasion d'ailleurs qu'André Breton, qui commentera cette exposition dans l'un de ses textes, relèvera la grande liberté, évidemment, qu'il reconnaît à l'artiste, en insistant aussi sur le caractère canadien, dit-il, de Riopelle, le qualifiant alors de trappeur supérieur, une étiquette qui lui est longtemps, qui va lui laisser des attaches, en fait, rester attaché très longtemps à Paris, où il s'installe finalement durablement en 1949. Si son instinct le fait d'abord traîner avec les surréalistes, il le réalise cependant assez vite que le mouvement surréaliste connaît des difficultés, des disputes et des clivages depuis la guerre, desquels il n'a, lui, personnellement rien à tirer. Il va donc chercher ses liens ailleurs. C'est auprès du groupe de l'abstraction lyrique qu'il va trouver alors ses nouvelles affinités. Il traîne alors avec Maria Elena Vieira da Silva, Jacques Germain, Zaouki, Pierre Loeb, Georges Mathieu, tous des adeptes d'une abstraction très, très gestuelle qui proclame la primauté du geste, à la fois comme signature de l'individu, comme trace donc, et comme mode de construction également de l'espace pictural. En 1951, le peintre Georges Mathieu, souvent considéré comme le chef de file de ce mouvement, organise d'ailleurs une exposition à caractère international appelée Véhémence confrontée, qui réunit les diverses tendances de l'art contemporain d'alors, comme celles de Jackson Pollock, William de Kooning et bien sûr Riopelle. C'est dans ce contexte que notre artiste va développer le style pour lequel il se fera majoritairement connaître, alors la période des mosaïques, qui s'éloigne du surréalisme et de l'automatisme, qui, selon lui, conservait un principe de contrôle et de composition dû au recul que prenaient parfois les artistes face à leurs œuvres pendant ou après la production pour réaffirmer leur élan ou restructurer le travail fini. Cela contrarie un peu Riopelle, qui est en quête d'un art qui se veut une ouverture totale. Et pour lui, dorénavant, seul pourra être fécond un hasard total. C'est ainsi que dans les années 50, il en vient à la production de toiles comme La Roue, hein, le Cold Dog Indian Summer, où il abandonne même le pinceau au profit du couteau à palette qui lui sert à pratiquement sculpter la matière, montrant du coup les possibilités expressives de cet outil. La spatule écrase par petites touches juxtaposées la couleur pure sortie du tube, donnant à penser au tesser d'une mosaïque, comme cet art pratiqué par les Byzantins du 5e au 15e siècle. Riopelle tient là quelque chose hein, qui, tout en l'éloignant en tout point de sa première formation classique, cette nouvelle manière-là lui fait prendre ses distances par rapport à l'automatisme de Bordua, sans pour autant le noyer anonymement dans le bassin de l'abstraction lyrique parisienne. Car Jean-Paul Riopelle aura sa signature, hein. L'avenir s'annonce brillant et la reconnaissance aussi viendra assez vite. Une reconnaissance à laquelle encore aucun peintre canadien n'avait eu accès. Retrouvez-moi lors de la prochaine capsule Riopelle à venir au cours des prochains mois pour découvrir entre autres les chefs-d'œuvre de cette époque des mosaïques, mais également son retour à la figuration vers les hiboux et les oies blanches qui allaient marquer sa production des années 70 et au-delà. Vous y découvrirez un artiste jamais prisonnier de sa propre signature, se réinventant continuellement et qui demeure, entre autres pour cette raison, un des artistes les plus accomplis que notre histoire de l'art nous ait offert. En attendant cette prochaine capsule, ne manquez pas la petite exposition Riopelle au musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire qui vous attend dès le 8 octobre 2022.